Bon, bonjour. Donc, on m'a demandé de présenter Laurent pour la raison que on a été un peu dans le même timing au moment de faire notre thèse. Donc, on a participé ensemble avec Junior Bullock ici même. Donc, Laurent Licata, qui est professeur de psychosocial à l'Université libre de Bruxelles, dont il est le doyen également. Vice-recteur. Vice-recteur. Et donc, les travaux de Laurent portent sur tout ce qui relève de la mémoire collective de la colonisation, aussi des processus de réconciliation intergroupe et des conflits interculturels. C'est en directe ligne de ces travaux. Aujourd'hui, il nous présente sa communication intitulée La concurrence pour la reconnaissance du statut de victime, qui est directement issue des travaux qu'il mène sur la mémoire collective et les rapports intergroupes. Donc on a eu Bernard Rimet en mois de janvier, qui venait aussi de Belgique, l'Université de Louvain. On a eu Vincent Iderbil, et ça continue. Donc on a le trio maintenant avec Laurent Licata de l'Université libre de Bruxelles. Donc merci d'avoir accepté ce séminaire lorsque je te l'ai proposé cet été, l'été dernier. Et puis nous allons t'écouter très attentivement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez correctement si je parle sur ce ton-là? C'est bien? Oui. Donc tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Merci à Boumé en particulier d'avoir pris l'initiative et à tout le laboratoire. Donc c'est la saison belge. Alors, je vous propose de voter pour celui qui a le plus bel accent entre Bernard, Vincent et moi. Là, je contrôle, mais ça va sûrement partir, vous allez voir. Ce sera pire après. Voilà, alors je vous ai préparé une petite présentation sur ce thème-là. Hein. C'est un thème que j'ai développé avec Laura de Guizmet, donc que j'ai mis en co-auteur. C'était une chercheuse qui a fait un doctorat avec moi, qui a terminé l'année dernière, et qui me semble avoir fait un très très bon travail. Donc j'espère que vous apprécierez et que vous trouverez ça intéressant autant que moi. Alors je vais commencer par vous parler un peu du phénomène qu'on a essayé de comprendre, ou de mieux comprendre avec Laura. On va parler de conflits de mémoire. Alors il y a plusieurs types de conflits de mémoire, vous allez voir, je vais en passer quelques-uns en revue tout à l'heure. Mais ce qui nous intéresse particulièrement comme type de conflit de mémoire, c'est une situation dans laquelle les membres d'un groupe minoritaire vont comparer leur statut de victime ou leur degré de victimisation, on va voir un peu, avec celle d'un autre groupe minoritaire. Alors on a dans la société des exemples. Alors je vous donne quelques exemples ici, puis je vais vous en donner un plus célèbre que vous connaissez bien après. Par exemple, Khalid Mohammed de la Nation of Islam aux États-Unis avait déclaré toute une série de choses, notamment l'Holocauste des Noirs était 100 fois pire que l'Holocauste des Juifs. Donc vous voyez qu'il y a une comparaison entre le degré de victimisation de deux minorités. En Belgique, les Amis du Congo, il y a déjà quelques années, avaient souligné qu'il y avait plus de victimes en République démocratique du Congo dans les années 90 que durant l'Holocauste. De nouveau une comparaison. Ou bien Iris Cheng, c'est une chinoise américaine qui déclarait les victimes chinoises du massacre de Nanking n'ont pas reçu la même reconnaissance que les Juifs. Et donc, on a ce type d'exemple. Et donc l'idée, c'est que quand des membres de groupes victimisés ou qui se profilent comme des groupes victimisés se comparent sur leur degré de victimisation, ça peut susciter de l'animosité entre ces groupes, même si ces groupes ne sont pas impliqués les uns les autres dans l'événement originel qui a créé la victimisation. Alors le truc que vous connaissez le mieux en France, à mon avis, c'est l'affaire Dieudonné. Hein, donc quelqu'un qui se profile comme un défenseur de la cause noire, qui défend l'idée qu'on doit reparler de la mémoire de l'esclavage, de la colonisation, etc. Et puis qui a fait toute une série de dérapages dans le contexte de comparaison avec l'Holocauste, donc dont les Juifs ont été victimes, et d'autres, pendant la Seconde Guerre mondiale et autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc il a fait toute une série de déclarations, par exemple que la mémoire de l'extermination des Juifs durant l'Holocauste l'empêche de dénoncer l'esclavage et la colonisation des Africains. Il a fait des déclarations qui lui ont valu des tas d'ennuis, comme celle-ci. Ça tranche, donc il parle des Juifs négriers, et puis il dit ça tranche avec l'image qu'on nous a inculquée à l'école, à la maternelle, à la crèche du Juif éternelle victime en pyjama à qui on a chouré un Picasso. Vous voyez, une manière très très légère tout de même d'évoquer l'Holocauste. Il a été condamné pour incitation à la haine et à l'antisémitisme en France, en Belgique également.
Donc, voilà, c'est aussi un exemple particulièrement emblématique là de quelqu'un qui défend une minorité, qui se compare avec une autre minorité, et ça crée quand même un petit peu de tension, on peut le dire. Hein. Alors, ça c'est le phénomène qu'on a essayé de mieux comprendre. Alors, je vais d'abord passer en revue ce qu'on a comme outil qui existe déjà dans la littérature en psychologie sociale, pour arriver à quelque chose, enfin, une construction théorique que je vais proposer, qui, à mon sens, est mieux adaptée pour parler de ce problème-là. Alors, dans la littérature en psychologie sociale, on parle par exemple du sentiment de victimisation collective. Il y a toute une série d'auteurs qui ont parlé de ça, notamment en Israël, avec Daniel Bartal et ses collègues. C'est quoi le sentiment de victimisation collective? Ils le définissent comme un état d'esprit partagé par les membres d'un groupe qui résulte de la perception qu'un mal intentionnel, avec des conséquences graves, a été infligé à la collectivité par un autre groupe. Donc c'est un sentiment. Il faut la distinguer de la victimisation elle-même, qui est le fait qu'il y ait une victimisation. Bien sûr, les deux sont souvent liés, c'est-à-dire les gens qui ont un sentiment de victimisation collective, la plupart du temps, ont réellement été victimes. Ils sont des membres des groupes qui ont réellement été victimes de violences, de mauvais traitements dans le passé. Mais il y a le sentiment et la réalité, bien entendu. Alors, on décrit dans cette littérature-là plutôt des conséquences négatives de ce sentiment de victimisation collective sur les relations du groupe qui entretient ce sentiment avec d'autres groupes. Parce que c'est lié à la croyance que ce groupe est en perpétuel danger de redevenir une victime. Donc le groupe reste sur sa défensive. Il considère que les nouveaux ennemis sont quelque part la réincarnation d'anciens ennemis. Donc on utilise la connaissance du passé, les mémoires collectives de la victimisation pour donner du sens aux relations intergroupes qu'on a dans le présent. Ça permet de légitimer moralement des comportements qui peuvent être très négatifs envers d'autres groupes. Et ça peut nourrir un cycle de violence. Bon. C'est un peu simple, hein. On a d'autres versions, il y a des versions, il y a des auteurs comme Johanna Vollard qui différencient le sentiment de victimisation inclusif et le sentiment de victimisation exclusif. Ici, c'est le sentiment de victimisation exclusif. Mais il y a aussi moyen de comprendre la victimisation différemment et d'inclure d'autres groupes dans la même catégorie de groupes victimisés, ce qui amène à des comportements beaucoup moins négatifs. Alors, plusieurs approches. Donc, on a toute une série de travaux qui sont intéressés aux mémoires post-conflit. Donc là, vous avez deux groupes. Je fais des petits dessins. Hein. Donc, le groupe A et le groupe B. Le groupe A et le groupe B ont été impliqués dans le passé dans un conflit intergroupe, c'est-à-dire que les uns et les autres se sont victimisés. Hein. Ils se sont affrontés. Bon, et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, hein? Alors, par exemple, ça va revenir dans mon exposé, donc c'est important. Une des notions qui a été développée, c'est celle de competitive victimhood. Alors, je l'ai pas traduit exprès parce que en français, c'est pas aussi évident de faire la différence entre cette notion-là et celle que je vais développer après. Alors, competitive victimhood, on pourrait dire concurrence des victimes. Mais concurrence des victimes a été développée dans une autre littérature pour parler d'autre chose. Donc, je vais rester sur competitive victimhood. Hein, c'est l'idée que les gens qui ont été, les membres de groupes qui ont été impliqués dans des conflits intergroupes vont faire des efforts pour essayer de montrer que leur victimisation lors de ce conflit est plus grave que celle qui a été vécue par l'autre groupe, le groupe ennemi. On a souffert plus que vous, on a eu plus de pertes, c'était plus terrible, etc. C'était notamment développé par Massinour et ses collègues, plusieurs papiers là-dessus. Et il nous arrive aussi à la conclusion, je ne vais pas entrer dans les détails, que ça entrave la réconciliation intergroupe, bien entendu. Alors, j'ai juste mis une illustration, ce sont des tombes de soldats de la Première Guerre mondiale. À gauche, une tombe allemande, à droite, une tombe française. Vous voyez bien que c'est une représentation du groupe comme ayant été la victime injuste du comportement de l'autre groupe, et qui appelle quelque part à poursuivre le combat, ou qui maintient la mémoire de cette victimisation. Donc si on part dans ce type de comparaison et qu'on l'entretient dans le présent, ce n'est pas généralement favorable aux relations intergroupes, à des relations pacifiées. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui existe, qui a été développé avant. Hein. Alors il y a d'autres situations aussi, il y a aussi d'autres types de conflits qui sont moins symétriques. Hein, par exemple, le groupe A fait du mal aux membres du groupe B.
Alors ça peut être un massacre, ça peut être une invasion, ça peut être coloniser un pays, ça peut être commettre un génocide à l'égard des membres du groupe B. Donc le groupe A est plutôt un perpétrateur, en tout cas on se le représente comme ça, alors que le groupe B est une victime. Alors là aussi, il y a toute une série d'auteurs qui sont intéressés à ces situations-là, en s'intéressant d'une part, on va commencer par là, le point de vue du perpétrateur, que ressentent dans le présent les membres d'un groupe qui se rappellent que leur groupe a commis du mal envers un exogroupe dans le passé. Alors là, vous avez toute une littérature qui a commencé à la fin des années 90, avec les travaux de Doss, Branscombe, Speer et Menstedt, sur ce qu'on a appelé, par après, les émotions morales basées sur le groupe. Group-based emotions. C'est-à-dire ressentir des émotions en tant que membre d'un groupe, même si soi-même, on n'a pas été impliqué du tout personnellement dans les événements qui sont en cause. Donc on va parler de culpabilité collective, d'autres auteurs ont dit que la honte collective correspond mieux, puis d'autres encore ont dit le regret collectif correspond mieux, mais c'est la même idée. Vous ressentez des émotions morales en tant que membre d'une catégorie sociale, d'un groupe, d'une nation, quoi que ce soit, même si vous-même n'avez pas été impliqué, ça peut être une action qui a été commise il y a plusieurs générations avant vous. Donc on peut se sentir coupable par association. Et alors là, cette littérature a plutôt tendance à proposer et à démontrer que quand les membres d'un groupe qui a été coupable dans le passé se sentent coupables, ça amène à des comportements plutôt positifs envers les membres du groupe qui a été victime dans le passé, dans le présent, et à des comportements qui soutiennent la réparation pour les torts qui ont été commis dans le passé à l'égard de ces victimes. L'exemple emblématique, c'est Willy Brandt, le chancelier allemand, en 1970, qui s'est agenouillé spontanément devant le monument aux victimes du ghetto de Varsovie, donc qui a été considéré comme un véritable acte de repentance, alors que lui-même n'avait pas du tout été impliqué dans les crimes nazis. Voilà. Une autre situation. Vous avez le groupe A, qui, dans le passé, a fait du mal au groupe. Ah non, ça, c'est ce que je viens de vous montrer. J'ai tout mis dans le désordre, c'est pas grave. Ouais, non, si. Non, c'est bon. Une autre chose. Donc, il y a aussi des situations qui font intervenir un groupe tiers. Donc ici, jusqu'à maintenant, c'est des relations entre le groupe qui a été coupable dans le passé et le groupe qui a été victime dans le passé, dans le présent, etc. Mais vous prenez les conséquences aussi du point de vue du perpétrateur sur ce qui peut se passer dans les relations de ce groupe qui a été dans le passé un perpétrateur contre des groupes qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Donc, le groupe A a fait du mal au groupe B dans le passé. Quelles vont être les conséquences de cette mémoire collective du fait d'avoir été coupable sur les relations des membres de ce groupe avec d'autres catégories sociales? Alors, juste un exemple, parce qu'il y a toutes sortes de travaux là-dessus. Jonas Ries et collègues ont mis en effet en évidence un effet de généralisation. Il montre que des réactions émotionnelles à un événement historique peuvent affecter les attitudes envers des exogroupes tiers. Dans leurs études, ils travaillent avec des sujets, des participants allemands, il y a quelques années, donc des gens qui, je pense, des élèves d'école secondaire. Ils leur posaient des questions sur leurs émotions morales concernant la Shoah, commises par leurs grands-parents ou arrière-grands-parents pendant les années 40. Et puis, ils leur posent des questions sur leurs attitudes envers les immigrés turcs. Ils n'ont quand même rien à voir avec la Shoah, enfin, en tout cas, pas directement. Et ils montrent que les participants qui ressentent de la honte morale ont aussi tendance à avoir moins de distance sociale, à exprimer moins de distance sociale envers les immigrés turcs et à exprimer davantage de soutien à leur égard. Donc, voilà, il peut y avoir des déplacements d'une situation vers une autre. Mais on peut se poser la question aussi pour le groupe victime. Le groupe A a causé du tort au groupe B dans le passé, qui était une victime. Quelles sont les conséquences pour le groupe qui a été victime sur un groupe tiers, qui n'a rien à voir aussi avec les histoires? Là, il y a un conflit emblématique, je vais penser à ça tout de suite, qui a été étudié par Wall et Branscombe.
Leurs participants sont des participants juifs nord-américains. Il y a deux conditions. Dans une condition, il n'y a rien, c'est la condition contrôle. Et dans l'autre condition, on leur fait lire un petit texte qui leur rappelle l'Holocauste, la Shoah. Et puis, on mesure leur sentiment de culpabilité collective pour les actions immorales qui sont commises par l'armée israélienne contre les Palestiniens maintenant. Des choses qui n'ont normalement rien à voir, mais il y a tout un discours qui les met en lien. Bon. On leur demande aussi d'attribuer la responsabilité pour le conflit israélien. À qui la faute, le conflit israélien? Et ça donne ces résultats-là. Donc, en bleu, c'est quand on leur a rappelé l'Holocauste. En rouge, c'est quand on leur a pas rappelé l'Holocauste. On voit que le sentiment de culpabilité collective est plus faible quand on leur a rappelé l'Holocauste que quand on leur a pas rappelé. Première colonne. Qu'ils attribuent davantage la cause du conflit israélo-palestinien aux Palestiniens, au terrorisme palestinien, et beaucoup moins à l'oppression exercée par le gouvernement israélien et l'armée israélienne. Donc il y a de nouveau là des conséquences de la mémoire d'un conflit passé sur des relations actuelles. Ça paraît un peu simple, hein, il y a des tas de travaux aussi qui nuancent tout ça, bien entendu. Mais ici, c'est vous montrer ce dont on dispose un peu dans la littérature. Bon. Nos conclusions après cette revue de la littérature, c'est qu'en fait, c'est quand même pertinent tout ça, mais ça ne nous permet pas de bien comprendre ce qui est en jeu pour le phénomène qu'on essaye de comprendre, c'est-à-dire quand des minorités entrent en conflit les unes avec les autres, alors qu'elles n'ont pas été impliquées dans le même conflit, hein, qu'ils sont minoritaires tous les deux, les autres ne sont pas des anciens ennemis, ne sont pas des anciens perpétrateurs, il n'y a pas d'implication. Et alors, une chose importante, c'est que pour comprendre ce qui se passe, en fait, il faut toujours penser qu'il y a une instance tierce. Il y a une troisième partie. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Et pas forcément un autre groupe impliqué, etc. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est un autre schéma. Hein, on est dans un schéma où, en fait, on s'intéresse aux relations entre des groupes minoritaires, qui sont représentés par les petits cercles au milieu, le groupe C et le groupe B. Mais il faut, pour comprendre ce qui se produit, il faut tenir compte du fait que ces deux groupes sont insérés dans une société plus large, une société multiculturelle, comme la France, la Belgique, d'autres pays. Et que ce qui va être en jeu, c'est non seulement les relations entre les deux groupes, mais les relations entre les deux groupes et la majorité. Ou, en tout cas, une instance qui peut distribuer de la reconnaissance. Hein, vous allez voir ça. Donc, on va ancrer ça, pour mieux comprendre ça, dans d'une autre tradition théorique, qui est la tradition de la lutte pour la reconnaissance. La lutte pour la reconnaissance, bon, il y a plusieurs approches, mais une des approches les plus importantes et les plus influentes actuellement, c'est celle développée par Axel Honneth, à la fin des années 90. Donc, son ouvrage « La lutte pour la reconnaissance » se propose de comprendre, dans cette théorie en philosophie politique, hein, de comprendre ce qu'il appelle les nouveaux mouvements sociaux. Pour Honneth, les nouveaux mouvements sociaux se distinguent des mouvements sociaux, on va dire classiques, comme la lutte des classes, par exemple, du fait que l'enjeu n'est pas la distribution de ressources matérielles. La plupart du temps, les enjeux sont des ressources symboliques. Hein, les groupes se mobilisent pour recevoir quelque chose de symbolique. Et pour lui, c'est une reconnaissance de leur identité, reconnaissance de leur statut au sein d'une société. En psychologie sociale, Margarita Sanchez-Mazas s'est emparée de cette théorie-là dès le début des années 2000, et elle a proposé d'adapter cette théorie qui vient de la psychologie, de la philosophie politique, en proposant une lecture psychosociologique. Notamment, elle a mis cette théorie au service de sa réflexion sur les phénomènes de racisme et de xénophobie. Un livre que je vous conseille. On a développé ça après dans un article ensemble. Elle considère par exemple que le racisme et la xénophobie, ce sont des instances particulières de déni de reconnaissance. Donc elle ancre ça dans un cadre plus large que simplement des relations entre les deux. Alors j'explique un peu cette théorie. Alors Honneth d'abord au niveau, c'est une théorie un peu hybride qui mêle de la philosophie et de la psychologie. En philosophie, c'est fortement ancré dans les travaux de Hegel, du jeune Hegel comme ils disent en philosophie. Hein. Et très rapidement sur l'idée que les sociétés vont se créer à travers la lutte des groupes pour leur reconnaissance. Hein, c'est le moteur de l'histoire quelque part, c'est cette lutte.
que la vie sociale est produite et reproduite par des actes de reconnaissance mutuelle. C'est la partie plus politique. Et puis il ancre ça aussi dans la psychologie, et en fait dans la psychologie interactionniste, telle que celle développée par George Herbert Mead, qui est quand même un peu l'ancêtre de tout ce une bonne partie des travaux qu'on mobilise en psychologie sociale sur l'identité, notamment la tradition tachfélienne, etc. Bon. Donc, approche interactionniste du développement de l'identité, avec l'idée que le rapport à soi de chaque individu va dépendre de sa capacité à se percevoir à travers la perspective de l'autre, dans un processus interactif, qui pour lui est un processus de reconnaissance mutuelle. On entérine, on reconnaît l'identité, la valeur, le statut de chacun des autres personnes qui font partie normalement de la communauté dans laquelle on vit. Quand tout se passe bien, mais parfois on ne le fait pas. C'est ce qu'on appelle des dénis de reconnaissance. Et d'après Honneth, le déni de reconnaissance, ça va être le moteur de l'action collective. Voilà. Ça marche comme ça. Bon, juste quelques propos, idées à ce niveau-là. Taylor, qui a aussi beaucoup travaillé sur l'idée de reconnaissance, déclarait la nouveauté de l'époque moderne n'est pas le besoin de reconnaissance, mais la possibilité qu'il puisse ne pas être satisfait. Donc, que fait-on, en gros, que fait-on quand on a le sentiment qu'on n'est pas reconnu? Honneth déclare, écrit, si une forme ou l'autre d'approbation sociale vient à manquer, je cite, s'ouvre une brèche psychique par où pénètrent des émotions négatives. Vous voyez, il y a pas mal de psychologie dans son approche. Et il fait référence à différents types de mépris. Ça peut être de la violence physique, la privation des droits, l'humiliation. Alors, si vous connaissez un peu Honneth, vous savez qu'il définit les sphères de la reconnaissance. Mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça nous amènerait trop loin. Et si la reconnaissance vient à manquer, il décrit un affaiblissement du sentiment que l'individu a de sa propre valeur. Donc le sentiment qu'on a de notre propre valeur dépend évidemment de la manière dont cette valeur est reconnue par d'autres. Donc ça fonctionne comme ça. Vous faites l'expérience du mépris social, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas reconnu, qu'on ne vous attribue pas de valeur positive. Ça menace votre rapport à vous-même. Ça déclenche des émotions négatives. Et si ces émotions négatives sont attribuées au fait qu'on appartient à des catégories sociales dont systématiquement on refuse de donner juste une mauvaise phrase, la reconnaissance, excusez-moi, eh bien ça peut être le moteur d'une action collective. Voilà. Ça peut être individuel, mais si on se reconnaît cette même expérience dans un groupe social, ça peut générer l'action collective. Donc, ça c'est le thème général. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire quand on l'applique à la victimisation? Vous allez me dire, c'est pas du tout évident que la victimisation, le statut de victime, etc., fasse partie de ces domaines de reconnaissance. Eh bien, je pense exactement le contraire. Je vais essayer de vous convaincre que c'est le cas. Alors, Moscovici et Pérez, donc c'est dans les derniers travaux de Serge Moscovici, donc il y a sorti un ou deux papiers là-dessus avec Juan Pérez sur l'idée que, en fait, les stratégies d'influence minoritaire sur lesquelles il a beaucoup travaillé dans le passé s'étaient transformées et que, à l'heure actuelle, une des stratégies principales des minorités, c'était justement la victimisation collective. Donc c'est une transformation des stratégies d'influence minoritaire. Pour lui, pour eux, la lutte pour la reconnaissance du statut de victime est importante, est une stratégie importante, si pas la principale, d'influence minoritaire dans les sociétés contemporaines démocratiques. Alors, vous avez ça en psychologie sociale. À ma connaissance, il y a quasiment personne en psychologie sociale qui a vraiment travaillé là-dessus ou qui a vraiment travaillé sur ces idées-là avant Moscovici et Pérez et Sanchez-Mazas. Mais dans d'autres traditions, dans d'autres disciplines, ça existait déjà. Par exemple, Jean-Michel Chaumont, un sociologue belge, qui travaillait avec Todorov, a écrit en 97 La concurrence des victimes, qui est un ouvrage qui décrit exactement ça. C'est-à-dire que des minorités, même si elles n'ont pas été impliquées dans le même événement, peuvent entrer en concurrence pour obtenir de la reconnaissance et que ça peut faire naître des conflits. Voilà, donc on se base là-dessus, on articule les théories en psychologie sociale et cette idée de reconnaissance et on essaie de voir ce que ça donne.
Donc on pose cette question de recherche-ci, en tout cas une question large. Les membres de groupes minoritaires qui croient que leur statut de victime est moins reconnu que celui d'un exogroupe expriment-ils des attitudes intergroupes plus négatives? Et si oui, comment ça peut s'expliquer? Quel est le processus qui est à l'intérieur? Si c'est quelque chose que vous n'avez pas saisi ou qui suscite votre indignation ou votre perplexité, n'hésitez pas. Donc, pour résumer, donc, on va cadrer ça dans des relations intergroupes triadiques. Je vous ai dit, il faut toujours qu'il y ait une instance tierce. Donc, on doit toujours penser que, en fait, quand on s'intéresse aux relations entre deux groupes, vous devez toujours penser qu'il y a quelque part, probablement, un troisième groupe. Et que si vous oubliez ce troisième groupe, vous ne comprenez pas ce qui se passe entre les deux groupes qui vous intéressent. Alors, dans notre cas, ici, voilà, vous avez la situation où le groupe B et le groupe C se perçoivent comme des victimes historiques, pour telle ou telle raison. Ils ont vécu dans le passé, peut-être dans un autre espace géographique, des expériences très très dures. Et puis ils sont arrivés, d'une manière ou d'une autre, dans la société multiculturelle dans laquelle on vit aujourd'hui. Ils gardent cette mémoire collective de la victimisation. Et dans la situation qui m'intéresse, les membres du groupe B croient que leur statut de victime est moins reconnu par le groupe A que celui du groupe C. Dans le statut du groupe C, ils ont l'impression que le groupe C est reconnu comme victime, tandis que eux, pas, ou pas assez. Alors ça peut être pour des raisons objectives, c'est-à-dire il peut y avoir une non-reconnaissance flagrante en fait, d'un groupe alors qu'un autre est reconnu, mais il peut y avoir aussi des situations où le sentiment est très très fort alors que concrètement il n'y a pas vraiment de bonne raison de le croire. Tout est ouvert à ce niveau-là. Donc, ça créerait une concurrence à propos de la reconnaissance de la victimisation passée et générerait des attitudes négatives envers le groupe C, même si le groupe C n'a rien à voir avec le problème au départ. Donc, vous avez ceci. Vous avez A qui est, allez, on va le dire très, très abstraitement, une entité compétente pour accorder de la reconnaissance. Ça peut être le représentant d'un État, un gouvernement par exemple, mais à un autre niveau, ça peut être, je sais pas moi, les institutions européennes, et encore dans un autre domaine, ça peut être quelque chose qui n'a pas une autorité formelle. C'est juste qu'il faut que les membres des groupes considèrent que le groupe en question a des compétences pour accorder de la reconnaissance. Donc, imaginons que le groupe B a l'impression que le groupe A ne reconnaît pas sa victimisation, alors qu'il reconnaît la victimisation du groupe C, ça peut créer de l'animosité entre les deux. Je me rends compte que je l'ai répété 5 fois, donc si vous n'avez pas compris l'idée, c'est soit que vous dormez, soit que... Bon. Alors, j'ai fait tout ça avec Laura de Guismet, comme ça vous voyez à quoi elle ressemble, et ça a été publié déjà dans le European Journal of Social Psychology, si ça vous intéresse. Je vais vous décrire les 3 études de ce papier. Alors, première étude, une étude corrélationnelle. Nos participants ont été des immigrés africains subsahariens. Vous avez l'âge, la répartition entre les hommes et les femmes. La plupart venaient de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas étonnant en Belgique. Et c'était en majorité des étudiants, mais pas seulement. Alors, nos hypothèses. C'est ce que je dois encore le répéter. Vous connaissez l'hypothèse. Donc l'endogroupe ici sont les Africains, qui peuvent se percevoir, c'est pas obligatoire, mais ils peuvent se percevoir comme des victimes historiques de l'esclavage et de la colonisation. Il y a quand même la présence d'un discours important là-dessus, en France certainement, en Belgique aussi, et c'est très très fort pour le moment en Belgique, si vous voulez le savoir. L'exogroupe, dans notre cas ici, ça va être les Juifs. Tous les exemples que je vous ai donnés, prenez les Juifs comme groupe de comparaison, pas parce que c'est les Juifs essentiellement, mais parce qu'ils sont dans une position où on peut avoir l'impression que leur victimisation lors de l'Holocauste a reçu un certain niveau de reconnaissance. Certainement pas assez par rapport à ce qu'ils ont réellement vécu, mais la perception peut être qu'ils bénéficient d'une certaine reconnaissance. Alors, l'idée, l'hypothèse, c'est que cette concurrence victimaire pourrait influencer les attitudes intergroupes négativement, et là on va mesurer quelque chose qu'on appelle l'antisémitisme secondaire. C'est sans doute que l'antisémitisme, c'est un concept qui a plein de couches différentes. Celui auquel on va s'intéresser ici, c'est un antisémitisme qui se développe autour de la Shoah.
après la Shoah et autour de la gestion de la Shoah. On trouve dans ce syndrome, l'antisémitisme secondaire, la relativisation ou le déni de l'Holocauste, ça peut aller jusqu'au négationnisme, une perception qu'il y a une instrumentalisation de l'Holocauste par les Juifs, dans des termes assez virulents, et associé à un besoin de fermeture historique à propos de l'Holocauste. La fermeture historique, c'est se dire, ouais, on va pas encore parler de l'Holocauste pendant 50 ans, on en a suffisamment parlé, c'était dans le passé, maintenant fermons ce chapitre de l'histoire. Qui a déjà été étudié par d'autres auteurs qui montrent bien que c'est lié à des motivations, certainement de ne pas reconnaître la victimisation d'autres. Ok, alors nos variables. Donc, le prédicteur principal, c'est le sentiment de victimisation collective. À quel point les gens sentent que leur groupe a été victimisé dans le passé. Par exemple, à travers l'histoire, les Africains ont subi de nombreuses souffrances. C'est un item dans ce genre-là. Puis vous allez voir, je vais vous montrer un modèle de médiation. Les médiateurs, donc ceux qu'on pense qui peuvent expliquer le phénomène. Premièrement, c'est le sentiment de manque de reconnaissance. L'impression que le groupe ne bénéficie pas de suffisamment de reconnaissance. Par exemple, à l'école et dans les manuels scolaires, on ne parle pas assez des souffrances de mon groupe. Alors parfois c'est abstrait, mon groupe, parfois c'est vraiment les souffrances des Africains qui sont liées à l'esclavagisme, au colonialisme, etc. Attention à une chose importante, dans ces mesures, dans les deux premières mesures là, on fait jamais mention de l'exogroupe. Jamais. Et ça arrive dans cet ordre-là. L'exogroupe arrive seulement au deuxième médiateur, concurrence pour la reconnaissance du statut de victime, où là il y a une comparaison explicite. Par exemple, j'ai le sentiment que les souffrances subies par mon groupe sont oubliées parce que toute l'attention se porte sur l'Holocauste. Donc on attribue le fait qu'on ne reçoit pas suffisamment de reconnaissance au fait que la reconnaissance est donnée à un autre groupe. Alors je vais faire entrer un médiateur alternatif, simplement parce qu'on avait envie de montrer qu'on ne doit pas confondre le phénomène qu'on est en train de décrire avec le competitive victimhood dont j'ai parlé avant, qui se base sur une concurrence sur l'intensité de la victimisation, qui dit « nous avons souffert plus que vous ». Nous pensons que c'est pas ça qui joue. Nous pensons que c'est « nous sommes moins reconnus que vous », ce qui n'est pas la même chose. Et donc on a inclus des mesures qui viennent de la littérature sur le competitive victimhood, comme à travers l'histoire, mon groupe a souffert beaucoup plus que les Juifs. Vous voyez, là il y a une comparaison sur la souffrance. Et puis la variable dépendante, c'est une mesure d'antisémitisme secondaire. Par exemple, les Juifs devraient cesser de se plaindre constamment à propos de ce qui leur est arrivé dans l'Allemagne nazie. Bien, alors, les résultats, on trouve le lien dont on faisait l'hypothèse au départ, c'est-à-dire sentiment de victimisation collective est lié positivement avec l'antisémitisme secondaire. Petite parenthèse à ce niveau-là, en France, il y a eu Dieudonné, toute une série de discours médiatiques importants, des discours publics qui, chez les Africains subsahariens, ciblaient les Juifs. C'est pas du tout le cas chez nous en Belgique. Donc, il n'y avait pas ce type de discours et c'est pour ça qu'on avait choisi les Africains subsahariens. Donc c'était quand même assez surprenant de trouver ça. Alors, on trouve que notre hypothèse se vérifie. Donc on a une médiation en série. Là, le sentiment de victimisation collective prédit positivement le manque de reconnaissance, qui lui-même est associé à l'idée qu'il y a une concurrence avec l'exogroupe pour la reconnaissance du statut de victime, qui lui-même prédit l'antisémitisme secondaire. Si vous entrez ça, le premier lien n'est plus significatif et donc la médiation est significative. Alors, la competitive victimhood est aussi prédite par le sentiment de victimisation collective, mais si on entre nos prédicteurs dans l'équation, ça ne prédit pas l'antisémitisme secondaire. Ça marche, si vous retirez nos prédicteurs, ça fonctionne. La médiation, si on ne fait pas attention à ça, ça fonctionne, mais je pense que nous capturons quelque chose de ce competitive victimhood qui n'est pas dans leur mesure, en fait. Voilà, alors on a fait une réplication, cette fois avec des musulmans belges. On voulait aussi séparer, parce que avec les Africains subsahariens, quand même en Belgique, c'est un pays anciennement colonisateur, vous avez une majorité de Congolais, ils peuvent se considérer comme étant victimes de l'instance qui donne la reconnaissance.
Pour les musulmans de Belgique, c'est possible aussi, parce qu'évidemment, la plupart sont des immigrés qui n'ont pas forcément été super bien traités. Hein. Mais c'est pas de la même intensité que le passé colonial. Donc, voilà. Donc, des musulmans belges, plus de femmes que d'hommes, la plupart venant d'Afrique du Nord, beaucoup probablement, si je me souviens, du Maroc. Et puis, on a mis exactement les mêmes mesures, et on obtient à peu près la même chose. Donc, le sentiment de victimisation collective prédisait positivement l'antisémitisme secondaire. Ça disparaît quand on entre nos médiateurs en série, et ça ne marche pas non plus avec competitive victimhood. Alors, dans cette étude-là, je ne vais pas vous le montrer en détail, mais on a aussi mesuré l'antisémitisme primaire. Ça aurait été très bizarre de le demander aux Africains subsahariens, parce qu'il n'y a aucun discours comme ça. Chez les musulmans, on sait qu'il y a parfois des discours comme ça. Et donc on l'a mesuré aussi. Et ça vérifie aussi nos hypothèses, mais c'est plus complexe. On a un lien, par exemple, entre le manque de reconnaissance, un lien direct avec l'antisémitisme secondaire, qui passe pas par la concurrence des mémoires, par exemple. Voilà. Donc, à partir de ces études-là, ça nous a quand même pas mal conforté dans nos hypothèses, on va dire. Hein, on peut en tirer la conclusion que le lien entre le sentiment de victimisation collective et l'antisémitisme secondaire, en tout cas, est mieux expliqué par donc, un sentiment de manque de reconnaissance, qui est associé avec la croyance que l'attention accordée à la victimisation de l'exogroupe empêche la reconnaissance de la victimisation de l'endogroupe, plutôt que par le fait que les participants jugent leur victimisation comme étant plus forte que celle de l'exogroupe. Donc il n'est pas nécessaire de mesurer notre souffrance, etc., pour que ça débouche sur des attitudes négatives. Donc c'est bien une question de reconnaissance sociale du statut de victime, plutôt que d'autres choses qui seraient entre les deux groupes uniquement. Alors, bon, vous allez me dire, logiquement, vous allez sûrement me dire, bah ouais, mais c'est des études corrélationnelles, monsieur. Donc on a essayé de faire une expérience pour vérifier que ce lien causal va bien dans ce sens-là. Alors évidemment, quand on fait une expérience sur ce genre de choses-là, on doit faire des choses un peu plus artificielles, parce que vous ne travaillez pas avec des manipulations expérimentales sur des sujets aussi graves. Donc on a fait quelque chose de moins grave. On a pris des étudiants en psychologie, lambda, et on les a mis dans une situation qui concerne les relations entre les facultés, les étudiants de différentes facultés dans notre université. Alors, on leur a montré cet article de journal, La Libre, c'est un des quotidiens principaux en Belgique. Hein. Et donc, ça ressemble vraiment à ça, à un article de La Libre. Et cet article racontait que dans notre université, l'Université libre de Bruxelles, des étudiants de l'école de commerce, hein, la Business School, avait hacké l'ordinateur du professeur d'anthropologie, qui lui donnait cours aux étudiants de l'école de commerce, mais aussi à d'autres facultés, dont les étudiants de psychologie et les étudiants de droit. Et ils avaient manipulé les notes d'examen de manière à faire croire que tous les étudiants de psycho et tous les étudiants de droit avaient loupé leur examen. D'accord ? Et ils l'ont cru, enfin, je crois. Donc, vous avez les perpétrateurs qui sont les étudiants de l'école de commerce. Ils font du mal aux étudiants de droit et aux étudiants de psycho. Les étudiants de droit vont être notre exogroupe, les étudiants de psycho, notre endogroupe. Et ce qu'on va manipuler, c'est comment réagissent les autorités face à cet atroce méfait. Donc, comment vont répondre les autorités? Alors, les autorités peuvent répondre et donner la reconnaissance de la victimisation. Ah, on reconnaît que vous avez été victime, et même on va vous proposer de passer l'examen à un autre moment pour vous faciliter la tâche. Parce que les notes sont perdues, hein. Ils ont vraiment hacké. C'est pas bien du tout. Alors, soit ils reconnaissent la victimisation des étudiants en droit et des étudiants en psychologie, soit ni les étudiants en psychologie ni les étudiants en droit, soit, c'est ça qui va nous intéresser aussi, on reconnaît les étudiants en droit mais pas ceux en psycho, ou les étudiants en psycho mais pas ceux en droit. Quelle va être l'attitude des étudiants de psycho envers les étudiants de droit, qui vraiment, dans ce coup-ci, n'ont vraiment strictement rien à faire avec l'histoire. Donc c'est vraiment pas eux les coupables, c'est évident dans le scénario.
Donc on a 4 scénarios, hein, donc on croise la reconnaissance et la non-reconnaissance donnée à l'an de groupe et à l'exogroupe. Scénario 1, 4, 3, 2, 3, 4, je vois pourquoi on l'a mis dans ce sens-là. Et évidemment, notre hypothèse va porter sur le scénario 4. Qu'est-ce qui se passe quand mon groupe n'est pas reconnu, alors que la victimisation d'un autre groupe est reconnue? Donc, hypothèse, on s'attendait à ce qu'il y ait des attitudes plus négatives dans le scénario 4 que dans les autres scénarios, et on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de différence entre les 3 autres scénarios. Et coup de bol, ça a marché. Donc vous avez c'est un thermomètre d'attitude, donc vous devez dire quelle est la température de vos sentiments à l'égard de notre groupe, les étudiants en droit, sur une échelle de 0 à 100 degrés. Donc plus c'est haut, plus c'est chaud, plus c'est bas, plus c'est froid. Alors c'est pas très froid, hein. Donc ça descend à 62 degrés, mais la norme est à 75 ou dans ces eaux-là. Donc ça fait significativement descendre l'attitude qu'on a envers les étudiants de droit, alors qu'ils y sont pour rien. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'ils reçoivent quelque chose que l'on ne reçoit pas, et que ça, c'est injuste. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a mesuré les attitudes envers les autorités, donc l'entité qui peut ou pas donner la reconnaissance. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on trouve 2 effets principaux. Les autorités sont perçues plus négativement quand elles ne donnent pas la reconnaissance, que ce soit pour l'an de groupe ou pour l'exogroupe. Donc la compétence de l'instance reconnaissante, entre guillemets, dépend en fait de sa capacité à donner la reconnaissance quand il est légitime de le faire. Donc, les étudiants en psycho ont exprimé des attitudes significativement plus négatives envers les étudiants en droit dans la condition où les étudiants en droit étaient reconnus, mais pas les étudiants de psycho, bien que les étudiants en droit n'étaient clairement pas responsables de leur victimisation. Et les autorités de l'université ont été jugées plus négativement lorsqu'elles ne reconnaissaient pas les victimes, quel que soit le groupe de victimes. Voilà, alors, je ne sais pas où j'en suis. Discussion. Bon, on en tire comme conclusion, par rapport à ces études-là, on en a quelques autres. Dans certaines situations, et après on va discuter de la situation, des groupes qui n'ont pas été en conflit dans le passé peuvent entrer en concurrence à propos de leur statut de victime. C'est vraiment le statut qui est important ici. Le sentiment de manque, vous devez enlever l'accent, de reconnaissance en comparaison avec la reconnaissance... Ah ouais, j'ai vu ça dans le train ce matin. Voilà, le sentiment de manque de reconnaissance en comparaison avec la reconnaissance octroyée à un autre groupe peut induire cette concurrence. Dans des situations telles que celle-là, la compétition va porter sur la reconnaissance du statut de victime, généralement par une autorité, en tout cas par une instance qui peut donner la reconnaissance, plutôt que sur le degré de sévérité des souffrances. Et cette concurrence peut induire des attitudes intergroupes négatives, donc générer des conflits entre des minorités. Alors ça questionne la responsabilité des autorités et ça questionne en fait comment gérer une politique de la reconnaissance. Et c'est pas évident du tout. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut répondre aux demandes de reconnaissance du premier groupe qui vous demande la reconnaissance? Est-ce que vous ne devez pas sans doute penser un tout petit peu qu'est-ce qui va se passer si un deuxième groupe vous demande la reconnaissance? Quelle est notre capacité de reconnaître toute une série de groupes, de distribuer de la reconnaissance de manière qui va être jugée équitable, légitime? Qu'est-ce que c'est qu'une distribution équitable de la reconnaissance? Par quels moyens on peut le faire? Est-ce que ces moyens sont illimités? Est-ce que ces moyens sont limités, etc. Donc, notre leçon, c'est qu'une reconnaissance équitable, encore faut-il savoir ce que c'est, permettrait d'éviter des conflits entre les minorités. Nous voyons les conflits entre minorités comme quelque chose de très négatif pour les minorités, mais aussi pour une société dans son ensemble. Et donc, on ne suggère pas aux autorités de diviser pour régner et d'utiliser la distribution inéquitable des reconnaissances de manière à diviser les groupes minoritaires, par exemple. Je crois que certains pourraient être tentés de le faire ou le font déjà. Alors, dans certaines situations, vous avez vu, nous on a créé des situations, la dernière situation relativement artificielle, de manière à bien isoler ce phénomène-là d'autres phénomènes. Dans les deux premières études, on n'est jamais sûr avec des groupes réels.
Par exemple, les Africains subsahariens peuvent dire des Juifs étaient impliqués dans la traite négrière. Je sais pas du tout si c'est vrai, mais Dieudonné l'a déclaré, par exemple. Donc, ce genre d'idée-là peut, en fait, que je vois moi comme une conséquence du phénomène que je suis en train de décrire, mais venir interférer avec ça. Les musulmans de Belgique peuvent considérer aussi que les relations entre les Juifs et les musulmans ne sont pas au beau fixe à cause du conflit israélo-palestinien, et ça peut intervenir dans le schéma. Donc, dans certaines situations, quand il n'y a rien d'autre, ça peut être en fait la cause unique d'un conflit entre minorités. Dans d'autres situations, ça peut peut-être jouer aucun rôle. Par exemple, après des conflits symétriques entre deux groupes, quand il n'y a pas d'instance qui joue un rôle, etc. Peut-être que la dynamique que j'ai décrite ici n'a pas de rôle, et puis dans des tas d'autres situations, c'est mêlé avec d'autres facteurs, probablement. Alors, aussi, ici on décrit des relations entre minorités très négatives. On voit des groupes minoritaires qui vont entrer en conflit à cause de cette concurrence des mémoires. Mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez avoir des dynamiques qui sont tout à fait autres. Dans toute une série de papiers, dont celui-là, Craig et Richardson ont décrit ça. C'est-à-dire, des minorités peuvent en fait faire des coalitions. Ils peuvent se reconnaître dans une lutte, unir leurs forces, et faire valoir leurs droits et leurs demandes de reconnaissance envers une instance compétente pour donner la reconnaissance, et y gagner et l'obtenir plus facilement que s'ils étaient fractionnés. Mais dans d'autres cas, vous pouvez avoir un effritement et une division des groupes minoritaires qui se replient dans leur propre lutte. Donc, ça dépend en fait des stratégies qui sont adoptées. Pas mal de groupes minoritaires sont tout à fait conscients de ça, et prennent des mesures pour éviter que ça mène à la concurrence des victimes. Alors, statut minoritaire. Donc ici, on a parlé de minorité dans des sociétés multiculturelles. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut être un groupe minoritaire pour pouvoir entrer dans cette dynamique de concurrence de la victimisation? Moi, je réponds pas forcément. Parce que notre raisonnement, c'est que à partir du moment où vous avez l'impression que votre groupe a été une victime et qu'un autre groupe, tel qu'il soit, reçoit plus de reconnaissance de la part d'une instance que vous trouvez comme légitime pour donner de la reconnaissance, alors vous pouvez entrer en conflit. Et d'ailleurs, dans la thèse de Laura, il y a toute une série d'études qui ont été menées dans les pays de l'Est, en Pologne, en Hongrie et en Serbie. Et en fait, on montre que, avec les majoritaires, et on montre que notre modèle explique un certain niveau d'antisémitisme chez les majoritaires, avec le sentiment que leur victimisation, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, n'a pas été suffisamment reconnue, alors que celle de la minorité l'a été. Et ça alimente aussi un certain antisémitisme. Donc, c'est pas forcément le statut du groupe, la nature du groupe, etc. C'est ce type de situation. Ouais, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, très important aussi, ça ne fonctionne que parce que le statut de victime peut, dans certaines circonstances, être considéré comme un statut valorisé. On va pas dire enviable, parce qu'avoir été une victime réellement, c'est jamais enviable. Mais que être une victime ici et maintenant, ça peut vous donner quand même un statut moral particulier, peut-être droit à des réparations, etc. Et que donc, on peut peut-être le rechercher. En tout cas, ne pas l'éviter comme on a pu l'éviter dans d'autres contextes ou dans d'autres périodes historiques. La valorisation du statut de victime, c'est quelque chose qu'on a vu historiquement se développer dans la deuxième partie du XXe siècle. Ça n'existait pas avant. Ça n'existe toujours pas dans d'autres contextes. Donc on va parler ici de société démocratique contemporaine, encore que peut-être pas toutes les sociétés démocratiques contemporaines, par exemple. Donc, ce serait intéressant, on l'a jamais fait, de faire des études interculturelles là-dessus et de voir si ça fonctionne dans des contextes qui sont moins structurés de cette façon-là. Alors, ça nous a aussi emmené vers toute une réflexion sur mais c'est quoi la reconnaissance? Parce qu'au départ, la reconnaissance, et chez Honnête c'est très clair, la reconnaissance c'est une ressource symbolique. Dans les théories de la justice, notamment en psychologie sociale, on considère que les ressources symboliques sont illimitées. C'est-à-dire, vous pouvez reconnaître, je vous reconnais comme étant une victime, ça coûte pas cher, tout le monde peut le recevoir.
Mais ce qu'on met en évidence dans nos travaux, c'est qu'en fait, les gens raisonnent comme si la reconnaissance était en fait une ressource limitée. Comme s'il n'y avait pas de la reconnaissance pour tout le monde. Enfin, comme si un État, par exemple, avait une réserve de reconnaissance finie, qui devait distribuer entre des groupes, et qu'à partir du moment où il n'y en a plus, il n'y en a plus. Vous voyez? Donc ça, c'est une manière de raisonner avec ça. Hein, c'est de voir, c'est peut-être de se dire, les gens raisonnent comme si on était dans un jeu à somme nulle. Si eux gagnent de la reconnaissance, nous allons forcément perdre. Alors, c'est peut-être purement de la perception, purement un biais psychosocial comme d'autres. On peut se dire, mais est-ce que la capacité d'un État à reconnaître correctement un exogroupe victime un groupe, est illimitée réellement? Est-ce que vous pouvez créer une infinité de monuments qui reconnaissent la victimisation de tous les groupes minoritaires qui vivent dans un contexte particulier? Est-ce que vous pouvez consacrer un chapitre dans les manuels scolaires pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez organiser un congé, le jour national de tel groupe? C'est pas si évident. Il faut vraiment réfléchir à ça, se dire, est-ce qu'on est vraiment dans l'illimité? Est-ce qu'on est dans l'illimité? On est uniquement dans le symbolique? Ou est-ce qu'il y a des conséquences matérielles? Ça nous amène aussi sur toute la question de, à partir du moment où vous reconnaissez symboliquement, est-ce que vous ne devez pas réparer matériellement si vous êtes dans le groupe coupable? Donc la responsabilité des États, ça peut être de reconnaître symboliquement, mais c'est une reconnaissance symbolique qui peut avoir un coût. Si vous reconnaissez la victimisation des colonisés, par exemple, un pays comme la France, ça va coûter cher, hein, dans la Belgique aussi, un pays qui s'est développé grâce à l'argent du Congo, en partie. Oui. Donc voilà, ça soulève des tas de questions. Ça soulève aussi toute une série de questions sur, après je vais arrêter, sur, quand vous passez du côté des groupes minoritaires, est-ce que c'est une stratégie qui est payante? C'est-à-dire, quels sont les avantages de mobiliser une stratégie qui est basée sur la demande de reconnaissance du statut de victime? Quels sont les avantages, mais quels sont les coûts? Hein, peut-être que vous allez réussir à créer des sentiments moraux chez les membres du groupe auxquels vous vous adressez, et recevoir de la reconnaissance symbolique, voire des réparations en retour. Mais est-ce que vous risquez pas d'être coincé dans un statut de victime, qui n'est pas forcément très confortable non plus, hein? Un statut qui est plutôt passif, un statut qui est plutôt négatif, etc. Est-ce que vous ne ferez pas mieux d'utiliser un autre type de stratégie qui aura également ses avantages, mais également ses coûts? Voilà, c'est toute une série de questions qu'on est en train d'explorer pour le moment, avec une autre doctorante qui s'appelle Simona Lastrego. J'espère que ça va donner des choses formidables. Merci.